Je vais vous dire la vérité, là. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas plantée sur un challenge de façon aussi spectaculaire. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et aujourd'hui je viens vous faire le bilan du mois de la fantaisie qui était organisé, comme chaque année, par Steph de Pikiti. Cette année, elle nous avait concocté un menu très particulier parce qu'elle nous invitait au restaurant Fantasia où elle nous proposait toute une sélection d'entrées, de plats et de desserts. Pourtant, j'étais certaine que j'avais été raisonnable. J'avais mis un livre dans chaque catégorie, max 2. Et je m'étais dit, pour réussir le challenge, il faut que je lise un livre par catégorie, donc 12 livres. Ouais, déjà là, c'était pas si raisonnable avec mon rythme de lecture actuel, mais c'est une autre histoire. On dirait que je vis dans le passé. Genre le passé où je lisais plus. Pourtant, ce fut un échec, mais un échec total. Il s'est passé plein de choses pendant le mois de mai, j'ai lu plein d'autres choses. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ok, je vais baisser la barre et pour réussir, je vais déterminer que je dois lire une entrée, un plat, un dessert. Donc, yeah, j'ai réussi. En trichant. Beaucoup. Par contre, j'ai fait de bonnes lectures, il y en a plusieurs dont je vous ai déjà parlé, sur lesquelles je vais passer rapidement. Et vu que je n'ai pas lu tant que ça risque d'être une vidéo assez rapide. Quoique j'ai tendance à parler beaucoup. Ouais, ça fait partie de mes défauts. Donc, récapitulons le tout. Dans les entrées, nous avions comme choix La petite douceur surprise du chef, où il fallait lire une saga chouchou ou un roman court. Pourquoi j'ai pas pris un livre court? Je suis bien gnochonne. En tout cas, je l'ai pas faite. Et je voulais lire au départ le deuxième tome de la série The Atlas 6, qui est The Atlas Paradox, qui est derrière moi, juste ici. Vous vous rappelez, j'avais accusé Elise de A Book and a Cup du fait que je l'avais pas encore lu, là? Mais savez-vous quoi? Elle l'a lu, puis pas moi. Mais en fait, j'ai encore une bonne raison. C'est qu'avant que je le lise, il faudrait que quelqu'un me spoil le tome 1, mais correctement. J'ai oublié qui était qui, j'ai oublié ce qui était arrivé, je me rappelle de l'atmosphère, puis c'est à peu près tout. Donc, aidez-moi si vous voulez que je le sorte de là. Ensuite, pour Les insectes sont nos amis, on avait les mots-clés de animaux, peur, défi. Je voulais au départ lire Les mémoires de la forêt, le tome 2, parce que l'anthropomorphisme, dans mon monde à moi, c'est impossible, donc c'est de la fantaisie. Sauf que j'ai encore une full bonne raison. J'étais supposée le recevoir puis je l'ai pas reçu. Fait que j'ai pas pu le lire. En fait, je l'ai jamais même vu en librairie. Fait que je pouvais pas. C'est QFD. J'avais également parlé de City of Nightmares de Rebecca Sheffer. J'ai aucune raison de pas l'avoir lu, mais il est encore dans la pile et il est toujours pas lu. Par contre, j'ai stické sur le mot peur et j'ai lu Une cosmologie de monstres de Shaun Hamill, que j'ai beaucoup aimé. Je dirais plus que c'est de l'horreur que de la fantaisie, mais il y a clairement des éléments fantastiques là-dedans, donc ça rentre. Vous en êtes pas aperçu, là, mais je viens d'ammancher une claque sur ma pile de livres. Je me suis fait mal, mais la pile a pas bougé. Entre les deux, je sauve les livres. Dans la fameuse Cosmologie de monstres, c'est un roman qui est sorti il y a quelques années, qui a été traduit en français, que j'ai lu en français d'ailleurs. On se retrouve dans une petite ville avec une famille très très particulière, c'est-à-dire que on va les suivre sur plusieurs années, mais toujours avec le regard du fils de la famille. C'est-à-dire qu'au départ, il nous raconte l'histoire de ses parents, ensuite on le rencontre enfant, et après ça, on le voit grandir. Par contre, même quand il est enfant, on a son regard d'adulte sur lui enfant parce qu'il raconte, voyez-vous. Et dans cette histoire-là, comme je vous disais, la famille est particulière parce que le papa a construit derrière chez lui une espèce de maison hantée avec des mises en scène et tout ça. Le papa devient de plus en plus étrange, on va comprendre qu'il y a une raison à tout ça et on va voir la fratrie, c'est-à-dire les deux sœurs aînées et Noah, le plus jeune, celui qui nous raconte l'histoire. La particularité de Noah, c'est que lui, il a un ami. Est-ce qu'il est imaginaire? Est-ce qu'il existe pour vrai? Mais c'est un étrange animal qui ne parle pas, mais réussit à se comprendre. Et c'est la seule personne qui semble quand même assez stable dans sa vie pour l'instant. Parce qu'il y a une histoire de deuil à travers tout ça. On a la maman qui a de la difficulté à passer au travers plusieurs choses. On a également la sœur aînée qui est en conflit terrible avec sa mère. Et on a la cadette qui, elle, réalise qu'elle est attirée par les filles. On est dans un petit village, on est dans les années 60 et ça passe pas bien dans son cœur à elle. Que va-t-il se passer, surtout quand on réalise que des personnes commencent à disparaître dans le village et aux alentours de cette maison hantée-là? C'est tout ce que moi je vais vous dire, mais c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. En fait, ça passe ou ça casse. Avec moi, ça l'a passé et parfaitement. J'ai beaucoup aimé les métaphores, beaucoup aimé l'exploration de la famille. J'ai adoré la fin qui a quand même des côtés doux amers. Ok, au niveau du rythme, c'est pas toujours égal. Il y a des monstres qui sont imaginaires, d'autres qui ne le sont pas du tout. Un certain personnage, on a le goût de le baffer. Ah, il est horrible. Il est vraiment horrible.
Donc oui, des éléments fantastiques, le sont-ils réellement? Je vous laisse le lire pour le découvrir, mais c'est surtout une saga familiale, une histoire de famille, et moi, ça me plaît. J'ai beaucoup aimé l'exploration des personnages. Il n'y a personne de parfait, on est toujours dans les zones de gris, ils prennent des bonnes et des mauvaises décisions, et ça, c'est quelque chose que j'aime dans mes lectures. Pour les tartines de Lambaz, il s'agissait de créatures fantastiques, d'elfes et de fées. J'avais le livre parfait et je l'ai lu. C'est-à-dire que j'ai lu Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies dans cette jolie édition. Et c'est un roman que j'ai bien aimé. J'ai pas été transportée comme plusieurs, mais j'ai bien aimé ça. Je dirais que c'est du quasi fantasy. Genre quasi mystery, mais fantasy, avec un peu de mystery. Donc, on nous raconte l'histoire d'Emily, ça se passe dans le passé. On n'a pas de mot qui est mis sur Emily, mais elle a des particularités, Emily, c'est-à-dire que les codes sociaux, elle ne les maîtrise pas vraiment, elle aime beaucoup être seule. Et tout au long du roman, on dit qu'elle a un regard différent sur les choses et sur la vie en général. Moi, ça me sonne la petite cloche personne sur le spectre de l'autisme et j'ai beaucoup aimé cette héroïne-là. J'ai adoré sa façon de penser, adoré son humour toujours un peu décalé, adoré sa façon de pas comprendre ce qui se passait autour d'elle et d'être géniale dans son champ d'intérêt. Parce que oui, elle a des intérêts très très particuliers et dans son cas, ce sont les fées. Elle sait tout, elle connaît tout et elle semble les comprendre, les fées. Parce que oui, je vous ai dit, elle pense pas de la même façon. Dans ce roman-là, elle décide de partir loin dans le nord, dans un village perdu, pour aller étudier une certaine catégorie de fées qui n'ont jamais été étudiées dans le but de compléter son encyclopédie. Ça va pas nécessairement se passer comme elle veut, hein? Elle va pas si bien s'entendre avec les gens, elle comprendra rien de leurs coutumes, mais va arriver soudainement un de ses collègues qui s'est mis en tête de l'aider. Un collègue un peu étrange également. Emily poursuit donc ses recherches au péril de sa vie, des fois sans s'en rendre compte, mais soudainement, il y a des gens qui commencent à disparaître et là, elle va essayer de comprendre pourquoi, parce que ça semble être une histoire de fées. Toute cette partie-là, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Comme je vous dis, Emily, je l'aime beaucoup. Par contre, le professeur qui semble l'intérêt amoureux, je le trouve insipide, mais insipide, c'est incroyable. Pourtant, les échanges entre les deux, c'est quand même assez drôle, mais qu'est-ce qu'elle y trouve? Elle est tellement mieux que lui. Fait que c'est cette partie-là que j'ai moins aimée. En fait, j'ai aimé l'histoire, puis encore un petit peu moins la romance. Est-ce qu'on sent un pattern là-dedans? Mais bon, si ce type d'histoire-là vous tente, et surtout si ce type d'héroïne vous tente, je peux vous recommander ce roman-là. Je ne leur dirai pas parce que vous l'avez pas vu, là, mais ça m'a pris 8 fois à réussir à le dire comme faut tantôt. Pour la salade César, on parlait de mythologie et de high fantasy. Moi, je suis allée avec Kekeyi, que j'ai lu à la toute fin de mai pour le faire rentrer à la fois dans le mois de la fantaisie et dans Lisons l'Asie. Et ici, on se retrouve dans une mythologie hindoue. Il aurait pu fitter pour la réécriture qui va arriver un petit peu plus tard également parce qu'on a ici une réécriture féministe de la légende, du conte, du mythe de Ramayana, qui est un mythe hindou presque sacré pour plusieurs personnes. Est-ce que vous avez vu cette couverture-là? Elle est trop belle. Je l'ai lue en e-book puis il fallait que je l'aie en vrai. C'est trop magnifique. Donc, je vais en parler un jour plus tard dans la chaîne, dans un futur vlog, parce que j'ai vlogué une partie de ma lecture. Et je vous en ai parlé dans mon book haul également. Donc, dans le mythe original, on a le personnage de Rama, qui est la réincarnation d'un dieu de Vishnu. Et il naît dans une famille. Et dans cette famille-là, il y a le père et 3 femmes, dont Kekeyi, qui est une des belles-mères de Rama. Dans l'histoire originale, elle est vraiment la méchante. Ici, on nous montre son point de vue, c'est féministe et il y a des F-18 qui passent dans le ciel. C'est fabuleux pour la qualité sonore de mes vidéos, mais c'est pas grave. J'ai adoré tout le début, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques facilités à la fin, mais de façon générale, j'ai aimé les zones de gris, j'ai aimé les côtés doux amers et ça m'a beaucoup plu. Dans Spécialité du monde, il s'agissait de voyages d'Afrique ou d'Asie. Kekeyi aurait pu faire. J'avais dit que je lirais Sankofa, qui était un peu SF, un peu fantasy, et qui se passait en Afrique. En fait, c'était pas mal de l'afrofuturisme. Il est tout petit en plus, il aurait pu fitter pour 2 catégories. Je ne l'ai pas lu, mais je vais le lire, clairement. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, mais on est rendu dans les plats. Et le deuxième plat, c'était sous ou sur l'océan. Là, je m'étais donné 3 choix. Puis comme je suis vraiment une pouichette du challenge, j'en ai lu 2 des 3, alors qu'il y a plein de catégories où j'ai rien lu. Faut pas se poser de questions. J'avais donc parlé des aventures de Amina al-Sarafi qui était une fantaisie pirate. Je l'ai pas lu. Mais j'ai lu Les marins ne savent pas nager et j'ai déterminé que c'était de la fantaisie parce que ça se passe sur une île qui n'existe pas. Mais dans notre monde, mais ça n'existe pas.
C'est un roman québécois, il a gagné le prix des libraires du Québec. Je vous en parle en long, en large et en travers dans le vlog pour le prix des libraires du Québec, que je vous invite d'ailleurs à aller voir parce que c'est le type de choses qui a pratiquement pas de vue d'habitude. Mais on est sur l'île 10 et on va suivre le destin d'une femme qui souhaite sortir du rôle qu'on lui a assigné dans cette société-là. La plume, là, c'est magnifique. Ensuite, Once Upon a River de Diane Setterfield. Il y a de l'eau. Puis il y a même un bateau dedans. Et il y a peut-être de la fantaisie. C'est peut-être pas vraiment de la triche. De cette autrice-là, j'avais déjà lu le 13e conte et je dois quand même avouer avoir une petite préférence pour le 13e conte, même si j'ai beaucoup aimé. On est à l'époque victorienne et ce qui est le plus réussi dans tout ça, c'est justement ça, cette recréation de l'époque victorienne. On est sur le bord de l'eau, on est dans une étrange petite société, on a un photographe, une sage-femme vieille fille et surtout, il y a une toute petite fille d'une dizaine d'années qui ne parle pas, qui va apparaître un beau jour sur le bord de la Tamise et va être sauvée par le photographe. Qui est-elle? C'est un mystère et plusieurs personnes semblent vouloir la réclamer. Donc on va suivre cette histoire-là et le tout va nous être raconté sur fond de légende de la Tamise. Ah oui, je vous ai pas dit, mais la petite fille, elle semble avoir ressuscité. Elle avait plus de pouls quand elle est arrivée et soudainement, elle est revenue à la vie. Que s'est-il passé? Pour Il était une fois la gastronomie, on parlait de réécriture de contes. J'avais décidé que je lirais Ella Enchanted. Je l'ai mis dans 14 piles à lire cette année, puis je me décide pas à le sortir, mais je le sais pourquoi. C'est parce que sur mon livre, là, il y a une feuille qui s'est écrapoutie dessus, puis il faudrait que je le lave. Puis je suis pas capable d'y toucher. Je vous ai déjà dit qu'il y avait des trucs un peu stupides qui me compliquaient la vie. C'en est un. Donc, je l'ai pas lu. Mais je m'étais donné comme deuxième choix La joueuse de cithare de Joanne E. Je veux toujours le lire, je l'ai toujours pas lu, mais il pourrait fitter dans Lison l'Asie, lui. J'y avais pas pensé. Mais peut-être. Parce que je l'ai pas mis dans ma pile, mais pourquoi faire des piles si c'est pour les respecter? Si c'était le cas, ça se saurait. Et surtout, ce ne serait pas drôle. Assiette Gargantua, on parlait de suite de saga. Là, j'avais décidé de me la mettre facile. J'avais dit, je vais mettre le tome 2 de Un soupçon de sorcellerie, qui est une petite série jeunesse toute mignonne qui se passe sur une île où des sœurs semblent être prises et c'est surtout une belle histoire de sororité. J'avais beaucoup aimé le premier tome et j'ai pas lu le deuxième. J'avais aussi pensé lire le deuxième tome de Jade City, qui s'appelle Jade War et qui se passe également en Asie. Je pourrais sortir pour Lison l'Asie. Pourquoi je fais pas ça? Ouais, peut-être je vais faire ça. Fait que j'ai pas lu de suite. Mais j'ai lu des suites, mais c'était pas de la fantaisie, fait que ça compte pas. Passons au dessert. Ice Cream. Dark Fantasy, enquête, mystère. Je vais parler de The Last Tale of the Flower Bride, que je veux toujours autant lire. Il paraît que c'est super gothique, super tripant, vraiment sombre. Je le lirai donc un jour. Spicy Cake, on parlait d'amour, complot, trahison. Je voulais lire A Marvelous Light, qui semble être une romance gay dans le Londres victorien. Et là, je l'ai pas lu, mais j'ai lu Cemetery Boys de Aidan Thomas que je voulais lire depuis un bon bout de temps. J'ai bien aimé. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est les côtés mythologiques. Et ce que j'ai moins aimé, devinez c'est quoi? Devinez? La romance. En fait, cette histoire-là, on est en Californie et on est avec une famille de brujiks, c'est-à-dire des brujos, des brujas, des sorcières. Notre personnage principal est un jeune garçon trans et lui, ce qu'il veut prouver à sa famille, c'est qu'il est un brujo, c'est-à-dire qu'il possède tous les pouvoirs magiques qui leur sont habituellement attitrés. Parce que les brujos, eux, ils vont réveiller les morts, ils font tous les trucs importants et les sorcières, c'est-à-dire les brujas, elles guérissent puis elles restent à la maison pour préparer de la bouffe. C'est pas vraiment ça, mais un peu quand même. Mais c'est pas grave, parce que ça parle vraiment de transidentité, de comprendre qui on est, de faire accepter qui on est également dans notre famille, puis dans certaines communautés, c'est moins facile que d'autres, et c'est ça qu'on voit, parce que sa famille, c'est pas si simple que ça, de faire accepter qu'il ait sa cérémonie des Kinsey et qu'il puisse être vraiment un brujo. Donc lui, il veut prouver que hey, c'est ma place, et quand son cousin disparaît, il décide de faire ses preuves en tant qu'un brujo et de le ramener à la vie, du moins de le retrouver. Sauf qu'il va pas ramener le bon. Il va ramener l'esprit d'un fantôme d'un jeune homme qui vient de mourir, qui est un petit peu rebelle. Il veut le libérer, mais le fantôme a d'autres idées en tête. Il veut s'assurer que sa famille va bien. Bref, ils vont devoir se côtoyer. Je vous laisse deviner ce qui va arriver. Ce que j'ai aimé, c'est vraiment toute la mythologie. On est dans un cimetière de type mexicain, plein de couleurs. On a ces rites-là, on a ce folklore-là. Ça, là, j'ai adoré ça. Surtout au début du roman, on a des belles descriptions, on s'y croirait. Je vous jure, c'est génial.
J'ai aussi aimé la partie sur la transidentité parce que, oui, c'est beau de dire « moi, je sais, ça suffit », puis il y a certains personnages qui leur disent, mais des fois, c'est important aussi que les gens qu'on aime nous acceptent tels qu'ils sont. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, puis le personnage, il évolue, c'est chouette. Mais la romance... Tu sais, sont dans des situations un peu pas possibles, et là, tout d'un coup, ça devient des soupirs, des yeux, des frôlements fantomatiques. Et toute cette partie-là, j'ai de la misère à la comprendre, en fait. J'ai pas accroché, j'ai pas compris pourquoi ils s'étaient attachés si vite l'un à l'autre. Puis je trouvais surtout que les parties romantiques arrivaient à des moments qui étaient pas tellement opportuns. C'est un roman qui a eu des critiques dithyrambiques, donc je pense que ça va plaire à la plupart des gens. Moi, je suis juste une fille au cœur de pierre quand il est question de romance, donc cette partie-là m'a moins plu, mais je vous dis, la mythologie, elle est vraiment chouette. Là, je viens de baisser ma tête avant le temps, hein. Je m'énerve quand je fais ça. Catégorie le glouton. On avait soit un pavé, soit un roman à dévorer en un jour. Et moi, en un jour, j'avais lu Les Sœurs Hiver de Jolan C. Bertrand. Et c'est un deuxième auteur trans dans cette liste de challenge du mois de la fantaisie. Je vous en ai parlé également en long et en large dans mon vlog où je lis des services presse. C'est très jeunesse, on est en mythologie nordique. On a un jeune garçon qui décide d'aller secourir son oncle et qui va rencontrer des gens de petits trolls ici et qui va devoir faire face à la disparition de l'une des deux sœurs Hiver et de la grande sœur qui n'est pas contente du tout. Si vous aimez la bonne littérature jeunesse, c'est hyper inclusif et je conseille. Finalement, le dernier qui était le Café Gourmand, il s'agissait d'un roman au choix. J'avais dit que je lirais Together We Burn de Isabelle Ibáñez parce qu'il y avait l'air d'avoir du flamenco. Mais j'ai choisi de pas lire le roman au choix. Faut le faire, hein? J'ai pas lu le roman au choix. Je suis vraiment terrible. Donc, sur les 16 catégories, j'ai lu 7 romans qui étaient pour la plupart des bonnes lectures. En fait, c'était pas mal toutes des bonnes lectures. Pas toutes des coups de cœur, c'est entre 3 et 4 étoiles, je dirais, tout ce que j'ai lu. Peut-être 4.5, ouais. Et vous, comment s'est déroulé votre mois de la fantaisie? Est-ce que vous avez lu ce que vous vouliez lire si vous participiez? Est-ce que vous avez aimé découvrir des auteurs, des autrices fantaisie dans les posts de ceux qui participaient si vous, c'était pas le cas? Est-ce qu'il y a des choses là-dedans que j'aurais vraiment dû lire? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez lues et que vous avez aimé? N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Si vous êtes encore là, vous pouvez essayer de trouver un petit emoji de monstre pour Une cosmologie de monstres, qui est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce que j'ai lu. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et des fois, en plus, ça fait que YouTube la montre, ce qui peut être cool. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, je publie habituellement une fois par semaine, le jeudi. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine!